Bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir au dernier After Work, tout simplement des programmes en management, ressources humaines et carrière des 4 universités romandes, et le dernier de l'année, bien sûr, 2017. Donc ces événements sont organisés 3 à 4 fois par an en partenariat avec l'association HR et sa branche genevoise. La rencontre de ce soir a pour thème faut-il se soucier du présentéisme autant que de l'absentéisme, et nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Nathalie Delob, professeure ordinaire au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à Genève ici, et elle est docteure en psychologie organisationnelle et enseignante depuis 15 ans en GRH et en comportement organisationnel à l'université de Louvain en Belgique. Donc elle vient d'arriver à Genève, de prendre sa chaire à Genève. Je profite qu'il passe derrière pour dire bonsoir à Guy Suchet, qui est le représentant de notre partenaire à HR Genève ici. Donc, je reviens à Nathalie Delob, au professeur qui est nouvellement arrivé à Genève. Nous avons également le plaisir de la voir rejoindre le comité scientifique des programmes. Donc c'est un plaisir d'autant plus grand de découvrir ce soir cette conférence. Professeur, à vous la parole sur ce soir. Merci. Bien, je vous remercie de m'accueillir ici. Je vous remercie aussi d'être là. Ça me donne l'occasion de rencontrer la communauté RH de Genève, puisque comme on vient de le dire, je suis arrivée de Belgique cet été pour prendre mes quartiers ici à Genève, après avoir enseigné pendant 15 ans comme professeur en gestion des ressources humaines à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je reprends maintenant une chaire qui est plus dédiée à la formation des adultes et au développement des ressources humaines dans les organisations. Donc je reviens en quelque sorte à mes intérêts de départ, qui sont ceux liés au développement des personnes en contexte organisationnel. Alors, les travaux dont je vais vous parler aujourd'hui ont été encore faits en Belgique, parce que je n'ai pas encore eu le temps de démarrer des choses ici en Suisse, mais quand j'ai proposé une série de thématiques pour ces afterwork RH, j'avais proposé toute une série de thèmes, et c'est celui-ci qui, d'emblée, a été retenu. Faut-il autant se soucier du présentéisme que de l'absentéisme ? Voilà, donc c'est de ça que je vais vous entretenir ce soir, en clarifiant quelques notions, mais aussi en vous présentant quelques résultats d'études que j'ai eu l'occasion de faire en Belgique sur le sujet. Pour entrer en matière, petit préambule, j'imagine que tous vous travaillez dans une organisation, comme pour majorité d'entre vous comme responsable ou gestionnaire RH dans ces organisations. Est-ce que vous avez une idée du taux d'absentéisme qui prévaut dans votre organisation ou entreprise? Qu'est-ce qui est capable de répondre à cette question-là? Oui? Le taux d'absentéisme. Oui, il est secret? J'ai lu quelque part en me documentant maintenant sur les réalités parce que les phénomènes RH sont évidemment très liés au contexte culturel, législatif, etc., propre à chaque pays. J'ai vu que un taux moyen d'absentéisme qui circule pour la Suisse est de 3,8%, y inclut congé de maternité et service militaire pour les messieurs. C'est juste? C'est particulièrement faible. Hein? C'est à peu près ça dans vos organisations ici? Donc tout le monde a une connaissance. Qu'est-ce qui a une connaissance, sans le dire, mais une connaissance du taux d'absentéisme dans son entreprise? Ouais, ça, une majorité quand même. Et ça fait partie évidemment des grands indicateurs qu'un service ressources humaines doit garder dans le viseur, qui fait partie des indicateurs, avec le taux de turnover du personnel, qui fait partie des indicateurs importants en gestion des ressources humaines. Alors, question plus compliquée, qui est-ce qui a une petite idée du taux de présentéisme dans son organisation, son entreprise? Premier élément, comment est-ce qu'on définit le présentéisme? Selon vous, vos hypothèses, comment est-ce que vous le définiriez? Oui. Des gens qui sont physiquement présents, mais mentalement absents. Mentalement. Ceux qui sont au travail, physiquement, mais pas en état mental de travailler, on va dire. Pas attelés à la tâche mentalement. Oui. C'est une des définitions possibles. Il y en a eu plusieurs au fil de l'histoire. Bon, on le voit d'emblée, ça c'est une des premières difficultés, c'est comment est-ce qu'on définit le présentéisme.
Deuxième difficulté à laquelle on va se heurter, c'est comment est-ce qu'on le mesure aussi, forcément. Hein. L'absentéisme, c'est assez aisé à mesurer, on voit bien si la personne est présente ou pas. Et encore, hein, avec le travail qui est en train d'évoluer très fortement vers du travail à distance, etc., ce n'est pas toujours si évident que ça non plus. Mais le présentéisme, c'est effectivement un sujet beaucoup plus impalpable encore à ce jour, parce que c'est un champ d'intérêt beaucoup plus récent. L'absentéisme est un phénomène relativement connu, même si effectivement il y a toujours encore des discussions sur qu'est-ce qu'on inclut dans le taux d'absentéisme, comment est-ce qu'on le mesure exactement, etc. Les chiffres ne sont pas aussi clairs qu'ils peuvent le laisser apparaître. Le présentéisme, on est là dans un sujet encore un peu plus complexe. Donc on va commencer notre conférence de ce soir par cette question-là, mais qu'est-ce que c'est le présentéisme? De quoi parle-t-on? Quelles ont été les différentes définitions du phénomène au fil de ces 25 dernières années? Ça fait à peu près 25 ans qu'on parle de présentéisme. Comment est-ce qu'il est mesuré dans les études qui prétendent rapporter des taux de présentéisme ou des taux de coût ou des estimations de coût du présentéisme? Comment est mesuré ce fameux présentéisme? Et quelques indications aussi quant à sa prévalence dans les pays occidentaux. Deuxième question à laquelle on va s'atteler, le présentéisme, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a des conséquences dommageables pour l'individu et pour l'organisation? Et en particulier, est-ce que c'est plus grave que l'absentéisme? On est tous d'accord pour dire que l'absentéisme, c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument réduire. 3,8%, je ne sais pas si on s'est en dessous de ça. C'est un des taux particulièrement bas, mais et qu'en est-il du présentéisme? A-t-il des effets plus graves finalement que l'absentéisme sur les individus et sur le fonctionnement des organisations? À partir du constat que le présentéisme est relativement répandu, alors vous allez le voir ensuite, vous êtes encore bien lotis. Hein. La Suisse se positionne pas mal sur la scène européenne à ce niveau-là. Mais à partir du moment où le présentéisme est quand même relativement bien, est un phénomène qui est en train de se répandre, comment expliquer ce présentéisme? Pourquoi est-ce que des individus vont travailler alors qu'ils ne sont manifestement pas en état de travailler? Il y a des facteurs explicatifs d'ordre individuel qui pèsent relativement peu, aussi des facteurs organisationnels. Et on va pouvoir aussi comparer les leviers organisationnels qui permettent d'expliquer le présentéisme et ceux qui permettent d'expliquer l'absentéisme pour voir s'il y a des points communs entre les deux. Une des distinctions qu'on tend à faire aujourd'hui, c'est aussi la distinction entre présentéisme volontaire, je vais travailler parce que je le veux, ou présentéisme involontaire, je vais travailler parce que je dois y aller. Est-ce que ça a une importance de faire la distinction entre ces deux éléments? Et alors enfin, on conclura par que faut-il retenir pour la pratique. Alors de quoi parle-t-on? Je dirais avant les années 90, 70, etc., quand on parlait de présentéisme, c'était avec une connotation toujours très positive, parce qu'on avait une approche assez simple de la question. Le présentéisme, ben c'est simple, c'est le contraire de l'absentéisme. Donc si on a un taux d'absentéisme de 4%, on a un taux de présentéisme de 96%. C'est très bien, c'est un bon indicateur de performance de l'organisation, parce qu'on était aussi dans une conception du travail et de l'organisation, où être présent au travail, faire ses heures, être physiquement apte à travailler, ça suffisait en quelque sorte pour que l'organisation fonctionne. C'est en tout cas la conception qui prévaut dans une vision assez administrative de la gestion des ressources humaines. Approche assez simpliste, celle du départ. Le présentéisme, c'est l'inverse de l'absentéisme, et être présent, c'est, dans une certaine mesure, être performant. Donc, à partir de là, on a une vision assez claire. Il vaut de toute façon mieux des travailleurs présents que des travailleurs absents. Années 90, en France surtout, on a commencé à parler du présentéisme comme étant une présence excessive au travail. Le fait de se présenter au travail et de prester des heures de travail beaucoup plus longues que celles qui sont requises légalement et beaucoup plus longues que celles qui sont nécessaires pour pour réaliser ce qui est attendu dans la description de fonction. Donc, cette assiduité excessive au travail était expliquée notamment par le souci d'être bien vu, bien évalué, par une forme de pression, je dirais, de course à la performance, en faire toujours plus, atteindre ses objectifs, répondre aux attentes de son employeur. On était à une époque où finalement le présentéisme était quelque part une des manifestations d'un surinvestissement au travail,
d'une forme de work-alcoolisme. On avait aussi mis, en France, c'était tous les travaux de Pagès, etc., qui montraient à quel point une emprise trop forte sur l'individu pouvait conduire à des phénomènes de surimplication, surengagement au travail, qui à terme pouvaient être dangereux aussi. Donc on commence à arriver avec une vision finalement un peu plus nuancée du présentéisme, assiduité au travail. In fine, ça fait toujours relativement bien l'affaire de l'employeur, si on peut dire les choses comme ça, même si on peut commencer à se poser des questions sur les risques que ça fait encourir aux travailleurs, une telle assiduité au travail. Arrive ensuite la définition que monsieur a évoquée. Le présentéisme, c'est le fait d'être au présent au travail, de corps, être présent de corps, mais de ne pas être mentalement, psychiquement présent au travail. Donc on est présent sans l'être. On est présent de corps, mais pas d'esprit. C'est une forme de présence vide. On n'est pas dans un état psychologique, mental, etc., pour pouvoir assumer, réaliser avec suffisamment d'efficacité des tâches qui ont une teneur plus mentale, plus relationnelle, etc. Donc nécessairement, avec cette vision-là, on voit que le cadran est en train de passer du vert à l'orange, puisque dans cette vision-là du présentéisme, le présentéisme va immanquablement de pair avec une baisse de rendement. Ça commence à devenir problématique pour les employeurs, parce que ces employés sont là, ils sont au payroll de l'entreprise, ils sont payés par l'employeur. Les systèmes de sécurité sociale varient fortement d'un pays à l'autre, mais ils ne sont pas aussi efficaces qu'ils ne pourraient l'être. Cette vision-là du présentéisme, d'ailleurs, a été davantage étudiée d'abord en Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce que les systèmes aussi de couverture, d'assurance de revenus en cas d'absence sont bien différents de ceux qu'on, même s'il y a des grandes variétés entre la Suisse, la Belgique, la France, il y a des variations, mais ceux qui prévalent par exemple au Canada, en Amérique du Nord, l'employé a droit, beaucoup d'employés ont droit à 10 jours d'absence pour maladie pendant lesquels ils sont payés, et au-delà des 10 jours, ils perdent leurs revenus. Conclusion, beaucoup gardent ces 10 jours-là pour pallier aux urgences, un enfant malade, etc., et viennent quand même travailler quand ils sont malades pour ne pas perdre ce revenu-là. Donc le présentéisme était une problématique qui d'abord a touché de plein fouet les employeurs nord-américains, qui s'en sont dès lors préoccupés parce que ces employés rémunérés étaient finalement pas aussi efficaces qu'attendu. Et alors la définition qui prévaut aujourd'hui est encore plus restrictive et rouge, négative, je vais dire. Le présentéisme est associé à cette idée-là, c'est se présenter au travail alors qu'on a des problèmes de santé d'ordre physique ou d'ordre psychologique qui nécessiteraient de s'absenter pour pouvoir se soigner et récupérer. Donc on évolue vers une définition plus managériale du présentéisme. Ce petit historique, et dans ce cas-là, ici je vous ai mis la couverture de la revue de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en France, qui en 2014 sortait cette revue-ci, où clairement le présentéisme est présenté comme une des composantes de ce phénomène global, je dirais, d'épuisement professionnel. Ce petit recul historique nous montre d'emblée que la notion de présentéisme, quelque part, on n'a pas à faire quelque chose d'objectif, c'est une notion qui est aussi construite socialement, qui a évolué socialement et qui est historiquement et qui est aussi marquée par les cultures dans lesquelles prend place le phénomène. On va le voir après avec les chiffres de prévalence, les taux de présentéisme rapportés sont vraiment fort variables d'un pays à l'autre. Donc, en gros, de quoi parle-t-on ? L'absentéisme, on a affaire à quelque chose de relativement facile à détecter, un concept bien établi, étudié depuis longtemps et qui est clairement connoté négativement. Ouais. Ah, ça rentre au sens strict, ça rentre pas. C'est pas du présenté, ça rentre pas dans cette définition contemporaine du présentéisme. Ouais. Par contre, le fait d'être sous-occupé, aujourd'hui, on a aussi tendance à montrer que ça peut aussi être un facteur de souffrance au travail, d'épuisement pas par surmenage, mais par vide en fait. Ouais. Oui. Oui.
Oui. Et dans les travaux, oui. Oui. Mais dans les travaux dont je vais vous parler sur le présentéisme, c'est vrai que la définition retenue n'englobe pas ce cas de figure-là. Oui. Juste pour clarifier, les deux derniers points, en fait, n'impliquent pas qu'il y ait des heures supplémentaires. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire de l'assiduité excessive du travail, là, il y a des heures. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc une évolution quand même forte du coup. Alors le présentéisme, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Se présenter au travail de façon trop assidue, même en étant malade, qui reste une certaine ambivalence, et on le voit encore ici avec les questions que vous posez, hein, on a des compréhensions différentes du phénomène de présentéisme. Il est particulièrement difficile à détecter, il est peu visible, hein, votre travailleur, il est là, il a l'air de s'appliquer. Donc la question de la mesure, on va y revenir. C'est un concept relativement nouveau à l'échelle de l'histoire des concepts, évidemment. L'absentéisme, ça fait plus de 100 ans qu'on s'y attache. Le présentéisme, grosse dizaine d'années, je dirais que les travaux sont vraiment intensifs sur le sujet. Et ça reste un phénomène qui est perçu de façon ambivalente. On peut raisonnablement se dire, il vaut quand même mieux, même si on est un peu malade, faire l'effort de se présenter au travail que de s'absenter. C'est tout de même mieux pour l'employeur aussi. Hein. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc ça, c'est la définition aujourd'hui, c'est venir au travail quand on est malade. Voilà. Comment est-ce qu'on approche cette notion? Alors, vous allez voir, il y a une presse très abondante qui va vous citer des chiffres. Le présentéisme coûterait 150 milliards de dollars par an aux entreprises américaines, etc. Derrière ces chiffres, il faut évidemment se poser la question de comment est-ce qu'on évalue ce phénomène. L'absentéisme, c'est relativement facile. On voit le nombre de journées de travail qui ont été perdues, celles qui ont dû être quand même rémunérées par l'employeur alors que le travailleur n'était pas là. Éventuellement, des coûts annexes qu'on essaie d'estimer, c'est déjà moins précis. Mais on peut avoir une estimation de ce que coûte l'absentéisme. Hein, comme responsable ressources humaines, vous savez chiffrer la différence que fait 1% d'absentéisme dans votre entreprise. C'est ce qui d'ailleurs rend les politiques de lutte contre l'absentéisme si facile, je dirais, on peut assez aisément convaincre sa direction de l'importance de s'engager dans ces processus-là, parce que quelque part, on sait les convertir assez directement en monnaie sonnante et trébuchante. Le présentéisme, c'est une autre histoire. Alors, dans les travaux qui sont faits sur le sujet, quasi tous, s'appuient sur des mesures auto-rapportées par les travailleurs eux-mêmes. À savoir, on va demander aux travailleurs d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous êtes venu en étant malade au travail dans les derniers mois. Avec deux types d'estimateurs qui permettent de mesurer l'ampleur du phénomène, soit des échelles de type Likert multi-item. Dans quelle mesure êtes-vous venu au travail en étant malade ces 6 derniers mois? Jamais, très souvent, donc c'est des estimations assez grossières, ou des estimations qui sont plus intéressantes parce qu'elles peuvent alors être comparées à des estimations auto-rapportées du taux d'absentéisme. Combien de jours estimez-vous être venu travailler en étant malade? Alors sur une période qui varie de 6 mois à 1 an. Évidemment, si vous demandez ça à la fin de l'hiver ou à la fin de l'été, vous avez des variations saisonnières, comme pour les chiffres d'absentéisme, qui viennent marquer aussi le présentéisme. Mais cette estimation-là peut être comparée à des estimations auto-rapportées d'absentéisme, qui ont une corrélation, pas parfaite, mais satisfaisante, on va dire, avec les données objectives d'absentéisme. Et alors, il y a d'autres estimations qui sont utilisées dans les études qui essayent d'estimer la perte de productivité liée au présentéisme, parce que c'est ça aussi qui est intéressant quand on essaye de mesurer les coûts du présentéisme. Alors là aussi, dans les mesures qui sont auto-rapportées par les travailleurs, soit on va leur demander de se positionner sur une échelle, les jours où vous êtes venu alors que vous étiez malade, quel était selon vous votre pourcentage de productivité, de 0 à 100%, ou bien il existe des questionnaires plus complets et validés, comme le Work Limitation Questionnaire et la Stanford Presenteeism Scale, qui sont deux échelles assez couramment utilisées et disponibles d'ailleurs pour des études sur le sujet. Certains auteurs, certains travaux essaient de faire une estimation indirecte des coûts du présentéisme en regardant la baisse de productivité. S'ils constatent à un moment donné une baisse de productivité de leurs travailleurs, ils en infèrent que cette baisse de productivité est en tout pour partie due à un phénomène de présentéisme.
c'est une hypothèse qui peut se discuter, qui doit être bien réfléchie, parce qu'une baisse de productivité peut être aussi due à des événements extérieurs, peut être aussi due à un problème de compétence des travailleurs face à un changement dans l'environnement de travail, etc. Voilà. Alors, prévalence du présentéisme. La dernière enquête européenne, Europhone, qui a été faite en 2015, rapporte un taux moyen de présentéisme en Europe de 42% des travailleurs. En 2010, le taux moyen était de 40%. Alors, je vous ai pris, il y a un site ici, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller voir en fait ces enquêtes qui sont faites au sein de l'Union européenne tous les 5 ans, étaient données lieu au départ à des rapports assez statiques, et maintenant ils ont un site assez dynamique où vous pouvez retrouver les questions de l'enquête et demander les statistiques comparatives par pays, par profession, etc. etc. Dans l'enquête 2015, la Suisse et un échantillon de travailleurs suisses ont été interrogés, ce qui n'était pas le cas dans la précédente enquête, ce qui permet d'avoir des données quant aux réponses d'un échantillon de Suisse à cette question-là. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé alors que vous étiez malade? C'est l'indicateur. Donc, moyenne de l'Union européenne, 42% des répondants disent oui. En Suisse, 26% seulement. En France, 62%. En Allemagne, 32%. Belgique, 53%. Oui, les pays qui sont les plus sombres ici sur la carte sont ceux où les taux de présentéisme sont les plus élevés. Donc, alors on voit bien, hein, on se dit est-ce qu'objectivement, les Suisses sont en très bonne santé ou bien se permettent de... En même temps, vous avez des taux d'absentéisme faibles, donc... ouais. Mais oui. Il faut se rendre compte que la notion même de maladie est une notion qui est aussi construite. Quelle est la frontière entre être malade et ne pas être malade? À partir de quand est-ce que vous déclarez malade? C'est vrai pour une série de mots physiques, c'est encore plus vrai pour toute une série de difficultés, on va dire, plus psychologiques. Abattement, etc. Ouais. C'est ça, c'est ça. Avez-vous travaillé alors que vous étiez malade? Ne fût-ce qu'un jour, en fait. Ouais. Ne fût-ce qu'un jour. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement visite chez le médecin. Là aussi, hein, j'imagine que les systèmes de soins de santé... Oui, c'est là que quand on met le doigt sur des chiffres de présentéisme, il faut quand même aller regarder ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer plutôt que de... Quand est-ce à quel stade va-t-on chez le médecin? Qu'est-ce que les médecins diagnostiquent au juste? Là aussi, il y a des variations culturelles, évidemment. Hein. Ça, c'est sûr. Quelques chiffres. Alors, par exemple, au Québec, une étude assez large qui a été faite par des Québécois en 2006, les répondants disaient avoir fait 9,9 jours de présentéisme en moyenne par an contre 7,1 jours d'absentéisme. Dans une étude, je vous parlerai d'études que j'ai faites en Belgique, mais une des études qu'on a faites, on avait des répondants qui rapportaient en moyenne 13,3 jours de présentéisme au cours des 6 derniers mois et 6,6 jours d'absentéisme. Voilà. En Suisse, je vous dis, avant l'étude de 2015, je n'ai pas trouvé d'indicateur. Par contre, il y a déjà eu une étude qui est faite en 2013 sur la dépression et la vie professionnelle qui montrait que 47% de la population active diagnostiquée dépressive, donc un diagnostic médical, continuait à travailler. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je suppose que le médecin est... Enfin, voilà. Donc, présentéisme, un phénomène qui semble quand même assez prévalent. Et alors, si je reprends ces données belges, hein, on leur avait posé la question, quel est votre pourcentage de productivité quand vous vous présentez au travail et que vous êtes malade? Eh bien, le pourcentage moyen était je suis à 63% de mes capacités habituelles, ce qui, si on le rapporte au nombre de jours de présentéisme rapportés, ça veut dire que le présentéisme coûte l'équivalent de 5 jours de travail, en fait. Équivalent de 5 jours d'absentéisme. Donc, ce n'est pas un phénomène, les quelques données, avec les limites qu'elles ont, montrent quand même que le phénomène n'est pas si anodin que ça. Alors, est-ce que c'est grave, le présentéisme?
Et en particulier, est-ce que c'est plus grave que l'absentéisme? Les données, alors je vais vous présenter des données de recherche faites plus généralement, mais aussi m'appuyer sur ces 3 études que j'ai eu l'occasion de faire. Et la première, c'est ce que je vais appeler alpha, c'est un échantillon, donc je donne quelques explications parce qu'on y reviendra, c'est un échantillon assez tout venant de 529 répondants qui sont, en termes de genre, c'est relativement représentatif, il y a 54% de femmes, mais c'est un échantillon qui est biaisé dans le sens où il est un peu surdiplômé par rapport à la moyenne de la population belge, puisqu'il y a 45 diplômés de type supérieur, type long, universitaire ou études en ce qu'on appelle minimum bac plus 4, plus 5, et 62% de contrats à durée indéterminée, ce qui est inférieur à la moyenne belge. La deuxième étude, ça c'est une étude qu'on a faite en partenariat avec des médecins du travail, des médecins qui travaillaient dans le cadre d'un service externe de prévention et protection du travail, la médecine du travail en fait, auprès de travailleurs soumis à la visite médicale. Ça, c'est un échantillon où on a évidemment des professions soumises à la visite médicale qui sont surreprésentées, en particulier le secteur de la santé, donc personnel hospitalier, maisons de soins, maisons de retraite, etc., et le secteur industriel, des travailleurs sur site de production. Et par contre, cette étude-là, on a l'avantage d'avoir aussi des données médicales collectées par les médecins qui nous permettent de contrôler effectivement dans les analyses qu'on fait l'état de santé des travailleurs. Et alors la dernière étude, c'est une étude qui a été faite dans 2 enseignes de la grande distribution belge. On n'a pas de Coop et pas de Migros, mais on a d'autres enseignes belges. Donc, là, c'était une étude sur le lien entre bien-être au travail et performance de l'organisation. On a à la fois fait une étude sur le bien-être au travail, donc mesurer le présentéisme auprès de 945 travailleurs, mais on a aussi 945 travailleurs de 44 magasins, et on a aussi pu avoir des données objectives de performance de ces magasins, productivité, chiffre d'affaires, satisfaction des clients pour une partie d'entre eux, etc. Alors clairement, les conséquences du présentéisme sont, on s'y attend, délétères pour la santé de l'individu, parce que fondamentalement, l'absentéisme vous permet de récupérer quand vous avez un souci de santé et de retrouver la santé, tandis que le présentéisme a pour effet d'aggraver votre état de santé, de retarder le retour à un état normal. Si je prends ici, donc maintenant, au fil des études qui se sont accumulées, on a pu faire ce qu'on appelle dans une méta-analyse. Miraglia et Jones se sont attelés à rassembler 109 études qui avaient été faites sur le sujet, au total qui avaient interrogé 176 000 travailleurs quasi. Et vous voyez qu'ils ont collationné les corrélations moyennes qu'on observe. Et vous voyez que le présentéisme, il est associé positivement et pas de façon marginale au stress au travail, à des pertes de productivité, à de l'épuisement émotionnel, et il est associé aussi positivement à de l'absentéisme. Il est aussi coûteux pour l'organisation, le présentéisme. Il réduit la productivité individuelle et par ce biais-là, on estime qu'il réduit aussi la productivité de l'organisation, et cela, dans beaucoup d'estimations, de façon supérieure à l'absentéisme. Les coûts de l'absentéisme sont souvent estimés comme étant, des estimations, mais sont souvent estimés comme étant supérieurs à ceux de l'absentéisme. Là, alors pour corroborer un peu ces résultats, quelques résultats d'études qui ont été faites en Belgique. La première étude sur les 529 répondants, on avait 4 conséquences individuelles qui étaient analysées: la performance au travail qui est supposée être affectée, la satisfaction au travail, la santé perçue au travail et l'intention de quitter l'organisation. Et on a pu comparer ces conséquences à celles de l'absentéisme, et vous voyez ici que systématiquement, le présentéisme est négativement corrélé à tous ces indicateurs individuels et de façon nettement supérieure à la corrélation qu'on observe entre l'absentéisme et ces indicateurs. Donc effectivement, les individus qui font plus de présentéisme sont moins performants, sont moins satisfaits, se sentent en moins bonne santé et ont davantage l'intention de quitter, et ça de manière beaucoup plus forte que les individus qui font plus d'absentéisme. Donc, pour le travailleur, s'engager dans des comportements de présentéisme, ça peut effectivement
renforcer toute une série de conséquences négatives, plus que l'absentéisme. Si on regarde un peu, on a dans cette étude-là aussi testé dans quelle mesure le stress est un facteur qui effectivement contribue souvent à accroître toute une série de maux, troubles musculo-squelettiques, insomnie, problèmes digestifs, etc., de douleurs et maux qui sont assez bien répertoriés. Et on a examiné dans quelle mesure le stress, par son effet sur les douleurs et maux, affectait ces indicateurs finaux via 2 boucles de médiation, soit par le présentéisme, soit par l'absentéisme. Et les résultats montrent clairement que le stress a un effet final sur ces indicateurs-ci, dommageables, via cette voie-ci, en détériorant l'état de santé, en augmentant les douleurs et maux et en augmentant les comportements de présentéisme. Par contre, l'absentéisme, le lien entre absentéisme et ces conséquences-là, la chaîne d'effets, je veux dire, ne fonctionne plus. Donc clairement, le présentéisme a des effets plus dommageables sur l'individu que l'absentéisme, ça c'est clair. C'est confirmé dans cette autre étude, ça c'est celle qu'on a fait avec les médecins du travail. Donc là, on a contrôlé dans les analyses les problèmes de santé tels qu'ils diagnostiqués par les médecins. Et là, vous voyez aussi que le nombre de jours de présentéisme est fortement et significativement corrélé à toute une série d'indicateurs, beaucoup plus que le nombre de jours d'absentéisme autorapporté. Donc les conséquences du présentéisme pour l'individu sont effectivement plus graves que les conséquences de l'absentéisme. Alors, qu'en est-il pour l'organisation? Là, je vais m'appuyer sur les résultats de cette étude qu'on a faite dans la grande distribution, où on avait la chance d'avoir aussi les données de performance des magasins. Et ici, les analyses ont été faites avec les données de satisfaction des clients qu'on n'avait que pour 21 magasins, pas pour l'autre enseigne. Cette enseigne-là, tous les mois, il y avait un panel de clients qui étaient interrogés sur leur satisfaction par rapport au magasin dans lequel ils allaient faire leurs courses chaque mois. Donc on avait ces données-là, ce qui est qui sont des données assez confidentielles, mais on a pu les avoir. On avait le taux de rebut du magasin, donc toute cette marchandise qui est liée à une mauvaise gestion des stocks, un mauvais réachalandage des rayons, etc. Donc c'est toute cette marchandise qui est perdue finalement. On avait le taux objectif d'absentéisme à l'échelle du magasin, donc pas le taux auto-rapporté par les travailleurs. Et on avait le degré de productivité du magasin, donc le chiffre d'affaires divisé par le nombre de personnes travaillant, d'équivalents temps plein travaillant dans le magasin. Et là, effectivement, ça c'est les corrélations simples entre le présentéisme rapporté par les travailleurs et le présentéisme et les indicateurs de performance des magasins comparés à l'absentéisme. Vous voyez que les résultats sont un peu plus... on voit clairement que le présentéisme est plus négativement lié à la productivité du magasin que l'absentéisme. Concernant le taux d'absentéisme objectif, c'est pareil, je dirais. Le taux de rebut, pareil aussi. Par contre, la satisfaction des clients est plus affectée par le taux d'absentéisme autorapporté que par le présentéisme. Et si on examine, vous voyez le modèle ici que j'ai présenté ici, examiner en fait des effets un peu en cascade, le présentéisme augmente le besoin de récupération des travailleurs et diminue la satisfaction au travail, ce qui est supposé avoir un effet là-dessus. Et effectivement, une partie de ces effets indirects fonctionne réellement. Donc le présentéisme conduit à l'insatisfaction des clients parce qu'il augmente le besoin de récupération des employés, et le présentéisme conduit à une baisse de la productivité des magasins et un taux de rebut plus important via la réduction de la satisfaction des employés. Ceci dit, par exemple, dans cette étude-ci, c'était une étude assez intéressante parce qu'on a pu corréler ces indicateurs de performance des magasins avec toute une série d'indicateurs de satisfaction, implication, etc. du personnel. Notamment, ce qu'elle mettait en évidence, c'est que la performance des magasins, la productivité des magasins est bien plus liée à la satisfaction du personnel qu'à la satisfaction des clients du magasin. Ce qui en soi est pour des responsables ressources humaines, un argument quand même assez intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du présentéisme, puisque ce présentéisme, finalement, est nocif à l'individu et nocif à l'entreprise? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce présentéisme? Évidemment, la surcharge de travail, on va le voir, est un des facteurs. Le fait que les collègues s'absentent pousse les autres à venir quand même. Mais le phénomène est un peu plus complexe. C'est évidemment un phénomène qui a des racines multiples. Donc, si on veut l'appréhender, il faut aller vers des modèles
multifactoriel. Si j'en reprends un à des auteurs québécois, la première cause du présentéisme, évidemment, c'est les soucis de santé. Si on n'était pas malade, on ne serait pas contraint de faire du présentéisme. Donc la nature des soucis de santé, leur caractère chronique, ponctuel, leur gravité, etc., va affecter la décision de se présenter ou pas au travail en étant malade. Il y a des études assez bien faites en médecine du travail qui ont vraiment répertorié tous les soucis de santé qui conduisent à faire du présentéisme. Au-delà de ces soucis de santé, il y a la décision à un moment donné de se présenter ou pas. Elle va être fonction de facteurs individuels. Alors, on a exploré pas mal de variables, l'âge, le genre, mais aussi des facteurs de type économique. Est-ce que vous avez la possibilité, financièrement ou pas, de vous absenter? Des facteurs d'ordre sociaux, situation familiale, des facteurs plus psychologiques. On va faire un petit topo de ce qui ressort des travaux. On a aussi exploré le rôle de toute une série de facteurs organisationnels. L'organisation du travail, le degré de contrôle qu'on a sur son travail, les relations qu'on a avec ses collègues, les conditions d'emploi, type de contrat, etc. Et puis à un moment donné, compte tenu de l'évaluation qui est faite de cet environnement, l'individu doit se décider. Est-ce que je vais quand même au travail en étant malade ou est-ce que je m'absente? Donc là, il y a un processus décisionnel qui entre en jeu. Alors, deux hypothèses peuvent prévaloir. Une hypothèse de complémentarité. Présentéisme et absentéisme vont de pair, de temps en temps on se présente, de temps en temps on s'absente, mais les deux sont positivement corrélés, ou bien une hypothèse de substituabilité. Ceux qui font plus de présentéisme font moins d'absentéisme et vice-versa. On va voir ce qui fonctionne aussi. Alors, qu'en est-il des facteurs individuels? Les problèmes de santé, donc là je vous ai dit, il y a des études épidémiologiques qui essayent d'analyser ça de près, je ne vais pas vous présenter tous ces résultats, mais ce qui ressort comme le facteur de santé qui est le plus associé au présentéisme, ce sont les migraines. Puis arrivent les symptômes de type dépressif, asthme, arthrite sont dans le top 4 aussi des facteurs de santé, des problèmes de santé qui conduisent au présentéisme. Puis il y en a d'autres, diabète par exemple aussi, etc. Donc au-delà, outre ces problèmes de santé, ce qu'on observe, c'est que la plupart des facteurs individuels, j'ai mis ici les corrélations, vous voyez, elles sont toutes extrêmement faibles, elles sont issues de cette grosse méta-analyse. Les autres facteurs individuels jouent relativement peu, très peu. Il y a un facteur qui ressort un peu plus, c'est le facteur de personnalité, l'optimisme. Les optimistes apparemment font moins de présentéisme que les autres. Ils sont peut-être en meilleure santé aussi, c'est bon pour... Voilà, alors, qu'en est-il des facteurs organisationnels? Donc dans cette méta-analyse, de nouveau, je n'ai pas tout repris parce qu'elle est assez complexe, mais j'ai repris 4 grandes catégories de facteurs qui ont été passés en vue. Les contraintes liées au travail, politique de contrôle d'absentéisme, insécurité d'emploi, difficulté de remplacement. Les exigences ou demandes du travail, la charge de travail, le manque de personnel, la pression temporelle au travail. Les ressources, donc ce que le travail donne aux travailleurs et qui lui permettent de se régénérer, de s'adapter plus facilement, etc. Donc avoir du contrôle sur son travail, avoir du pouvoir de décision, participer aux décisions et une bonne justice organisationnelle. Et enfin, le support social qu'on peut recevoir de ses collègues, de son supérieur, voire de l'organisation dans son ensemble. Ça, c'est de nouveau ces fameuses corrélations méta-analytiques. Et on voit que le facteur qui ressort, c'est les demandes du travail. Plus les exigences du travail sont fortes et plus vous êtes poussé à venir quand même si vous êtes malade. Ça, c'est clair. Deuxième élément que je veux souligner ici, les politiques de contrôle de l'absentéisme, oui, elles renforcent le phénomène de présentéisme. Ça, c'est assez clair aussi. Et alors, l'autre élément, le support de l'organisation est un facteur qui protège du présentéisme. Donc, faites moins de présentéisme si vous vous sentez soutenu par votre organisation. Si on compare ça à l'absentéisme, là j'ai repris de nouveau les données de cette étude-ci, on voit qu'effectivement l'insécurité d'emploi est plus fortement corrélée au présentéisme que ne l'est l'absentéisme. Donc vous voyez que là ici la corrélation va dans le sens négatif et là positif, ça veut dire que ça c'est un facteur de basculement. Si je suis dans une situation d'insécurité d'emploi, plutôt que de m'absenter, je vais venir quand même si je suis malade. Les demandes du travail, voilà, donc tous ces facteurs, charge de travail, pression du temps, etc., ça c'est clairement un facteur de présentéisme. Le contrôle sur le travail est un facteur qui protégerait du présentéisme. Le résultat n'est pas énorme non plus, le support des collègues. Et alors l'optimisme ressort ici aussi.
Et on n'a pas des données pour tout, hein, ça dépend des études qu'ils ont pu passer en vue. Alors, dans les travaux qu'on a fait en Belgique, de nouveau dans cette étude-là, on a examiné le poids de 2 contraintes de l'environnement, à savoir l'insécurité d'emploi et la charge de travail, et le poids de 2 ressources fournies par l'environnement de travail, à savoir le support du supérieur hiérarchique et la justice organisationnelle distributive. Donc, dans quelle mesure vous avez le sentiment que les procédures de gestion du personnel, de gestion des personnes sont justes dans votre organisation. Et on a examiné le poids de ces facteurs-là sur les 2 phénomènes de présentéisme et d'absentéisme. Clairement, les 4 facteurs sont significativement corrélés au présentéisme, dans le sens que les contraintes augmentent le présentéisme et les ressources le diminuent, et elles ne sont que marginalement, juste ici, corrélées à l'absentéisme. Si je complète le petit schéma, donc on a analysé les choses avec des techniques plus sophistiquées aussi que les corrélations, mais si je complète le petit schéma que je vous ai déjà présenté ici en bleu, hein, qui montrait que le présentéisme est un maillon dans la chaîne qui conduit du stress aux conséquences dommageables pour l'individu, on voit clairement que mes 4 facteurs, mes 4 leviers d'action organisationnelle, ils ont un effet sur le présentéisme. Je peux les actionner pour réduire mon taux de présentéisme. Par contre, ils vont avoir une incidence non significative sur le taux d'absentéisme. Donc à la fois, cette étude-là, ce qu'elle montre, c'est qu'à la fois, oui, le présentéisme a des conséquences plus graves pour l'individu, mais il est aussi plus sensible, c'est la bonne nouvelle si on peut dire, aux leviers d'action organisationnelle. Sur la question, est-ce que les 2 mécanismes, les 2 phénomènes sont complémentaires ou substituables? Est-ce que quand on fait plus de présentéisme, on fait moins d'absentéisme? Non, on fait plus des 2, parce que la corrélation, elle est clairement positive entre ces 2 phénomènes. On est dans une logique de complémentarité. D'abord parce qu'ils ont une cause commune, qui sont les soucis de santé. Moins vous êtes en bonne santé, plus vous ferez du présentéisme et de l'absentéisme. Et aussi parce que le présentéisme est annonciateur d'absentéisme. Les études qui suivent des travailleurs dans la durée montrent qu'effectivement, que plus vous faites de présentéisme et plus vous êtes à risque de faire de l'absentéisme et de l'absentéisme de longue durée à terme. Ça, c'est clair aussi. Ça veut dire si on veut prévenir le présentéisme, on a intérêt à avoir une politique commune de prévention qui va vous permettre à la fois de prévenir le présentéisme et indirectement l'absentéisme. Mais, avec un mais, souvenez-vous du résultat que je vous ai montré concernant les effets des programmes de lutte contre l'absentéisme. Ça veut dire clairement qu'avoir une politique qui cible uniquement l'absentéisme, en particulier si vous avez un taux d'absentéisme qui est déjà relativement bas et qui peut effectivement être raisonnablement expliqué par des problèmes de santé des travailleurs, renforcer ces programmes de lutte contre l'absentéisme par un contrôle des absences ou par des primes de présence, comme ça se pratique aussi, je ne sais pas si ça se pratique ici, oui, comme par des primes de présence, ça peut effectivement avoir des effets pervers en augmentant le taux de présentéisme, avec toutes les conséquences dommageables du présentéisme que j'ai montré. Si vous avez un taux d'absentéisme de 9-10%, j'ai vu en Belgique une des entreprises qui a participé à une autre étude qu'on faisait, le taux d'absentéisme était de 20%. C'est horrible pour une entreprise. C'était une entreprise... je vais quand même parce que c'est quand même un peu une histoire belge. C'était une entreprise, un fabricant de bière. Donc une usine de production de bière. Et alors le DRH, face à ça, il expliquait les choses comme ça. On a des travailleurs qui sont un peu trop identifiés à notre produit. Enfin. Évidemment, si vous avez un taux d'absentéisme de 20%, ça veut dire que là, les 20% ne s'expliquent pas que par des problèmes de santé et qu'il y a certainement matière à le réduire sans forcer vos travailleurs à venir travailler malades, évidemment. Enfin. Ah oui, mais sur l'absentéisme, oui, et sur le présentéisme, je vous l'ai dit au début, oui, c'est un phénomène qui est construit socialement. Donc, je n'ai pas analysé, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'analyser les choses à l'échelle d'un groupe, mais oui, des phénomènes de pression sociale, les normes sociales jouent sur les taux d'absentéisme, ça c'est sûr, et très certainement aussi sur les phénomènes de présentéisme. Est-ce que le présentéisme augmente l'absentéisme dans un groupe par
Ouh, ça, je ne saurais pas vous dire. On peut supposer que les deux vont de pair. Ah, difficile à dire. Ouais. Ça, je ne saurais pas vous répondre, honnêtement. Alors, la dernière question sur les antécédents du présentéisme. Pourquoi est-ce qu'on fait du présentéisme? Il y a deux hypothèses explicatives. La première hypothèse, c'est de dire c'est un acte volontaire. C'est les individus qui veulent se présenter au travail malgré leur état de santé parce qu'ils ils trouvent un intérêt intrinsèque à leur travail. Ils sont tellement motivés par leur travail que pour eux, être malade, c'est un problème. Et se présenter au travail, c'est une façon finalement de faire face à ce problème qu'est la maladie. Donc c'est le présentéisme qu'on qualifie de volontaire qui est tributaire d'une décision de l'employé de se présenter malgré son état de santé. Et puis on a une autre piste explicative. Il y a une série de travailleurs pour lesquels le problème, ce n'est pas d'être malade, c'est de ne pas se présenter au travail, c'est d'être absent du travail, parce que cette absence au travail peut avoir pour eux toute une série de conséquences très dommageables, des pertes financières, un risque pour leur sécurité d'emploi, etc. Donc ces travailleurs-là se présentent quand ils sont malades, non pas parce qu'ils sont passionnés par leur travail, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est une obligation sentie, ils ont le devoir de se présenter. Donc deux hypothèses explicatives, est-ce que ça a finalement une importance? On voit que derrière ça, il y a aussi des politiques de gestion des ressources humaines différentes, des politiques davantage basées sur le contrôle, la contrainte, et versus des politiques davantage basées sur la mobilisation, l'engagement du personnel, etc. Alors, est-ce que ça a une importance de se présenter pour une raison, est-ce que le motif pour lequel on se présente quand on est malade a de l'importance? Eh bien, dans une certaine mesure, oui. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a testée dans l'étude faite avec les médecins du travail. On retrouve les résultats habituels. Donc, plus on fait de présentéisme, plus on est stressé, etc., épuisé et compagnie. Donc, le nombre de jours de présentéisme a des effets dommageables. Et ces effets dommageables, par contre, sont modulés par le pourcentage de productivité. Donc, je vous ai dit, les travailleurs rapportent une productivité qui peut être très variable, finalement, en disant moi, je me présente quand je suis malade, mais je suis quand même à 90% de ma productivité. D'autres disent, moi, mon rendement, il est réduit à 40% quand je viens au travail avec une migraine ou que sais-je. Donc, ce qu'on voit, c'est que ceux qui se présentent au travail et se disent encore relativement productifs sont plus préservés des conséquences négatives du présentéisme. Donc, se disent moins stressés, sont moins épuisés à la fin de la journée, se disent en meilleure santé, ont moins l'intention de quitter, etc. Donc, la productivité est un modulateur très important. Et cette productivité, elle dépend très clairement des raisons pour lesquelles on fait du présentéisme. Si vous faites du présentéisme par ce que j'appelle sens du devoir, pas par obligation, mais un présentéisme volontaire qui résulte de votre attachement affectif à l'organisation et du sens et de l'intérêt que vous trouvez dans votre travail, vous allez quand même aller travailler même si vous êtes malade, parce que pour vous, rester à la maison en étant malade, c'est vraiment plus embêtant que d'aller travailler. Eh bien, là, vous allez être plus productif. Et dès lors, moins subir les effets négatifs du présentéisme. Par contre, si vous vous présentez au travail parce que vous avez surtout peur des conséquences, insécurité d'emploi, travail sous pression, peur de ne pas pouvoir après récupérer le travail que vous avez laissé de côté, etc., eh bien là, votre productivité va être moindre et ça va aggraver les effets négatifs du présentéisme sur toutes ses conséquences individuelles. Donc les raisons pour lesquelles on fait du présentéisme peuvent être multiples. Bon, je vous le dis tout de suite, dans l'échantillon, il y a plus de cas de figure de présentéisme par crainte des conséquences que par sens du devoir. Mais n'empêche qu'effectivement, on peut avoir des cas de figure où les travailleurs vont travailler quand ils sont malades parce qu'ils trouvent un réel intérêt, une passion pour leur travail. C'est moins dangereux que quand on y va par obligation, en quelque sorte. Derrière ça, il y a effectivement, je ne peux pas tout vous présenter, mais il y a effectivement les politiques de gestion des ressources humaines des entreprises dans lesquelles ces gens travaillent qui ont un effet sur ces quatre variables explicatives-ci, évidemment. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour la pratique? Je pense qu'effectivement, le présentéisme est un phénomène dont il faut se préoccuper. Ça veut dire que ça vaut sans doute la peine de prendre les mesures qu'on a en notre pouvoir pour le diagnostiquer et en évaluer ses effets. Ça veut dire peut-être simplement inclure des mesures de présentéisme dans les enquêtes de bien-être au travail ou d'engagement au travail que les entreprises font de plus en plus régulièrement. Ici, je ne sais pas, en Belgique, on a une loi assez contraignante pour les employeurs parce que maintenant, en plus, il y a une inspection
du travail qui vérifie si elle est mise en œuvre, qui oblige tous les employeurs à procéder à un diagnostic de la charge psychosociale, des risques psychosociaux au travail. C'est vraiment une obligation légale, ce qui veut dire que de plus en plus d'entreprises font vraiment systématiquement des enquêtes de bien-être au travail auprès de leurs travailleurs. En France, ce n'est pas encore le cas, pas d'obligation légale, et en Suisse non plus à ma connaissance. Ouais. Et alors, inclure ces mesures, avoir des indicateurs, quand on a la possibilité de les collecter, hein, je ne dis pas qu'il faut faire une enquête rien que pour ça, hein, mais si vous faites une enquête, ça vaut peut-être la peine d'ajouter une question sur le présentéisme, et surtout aussi faire le lien, je vous ai montré des analyses de relations, de corrélations et autres, faire le lien entre ce phénomène de présentéisme pour voir si effectivement il est lié à certaines conséquences dommageables individuelles, voire organisationnelles, comme on l'a fait dans la grande distribution, où on peut mettre en évidence des liens entre certains indicateurs individuels et des résultats de performance des magasins, mesurés à l'échelle des magasins, et faire le lien avec les antécédents organisationnels, parce que c'est là aussi qu'on peut identifier les leviers d'action. Moi ici, je vous ai présenté des tendances générales, des résultats généraux. Il y a des variances, évidemment, il y a des nuances d'une entreprise à l'autre. Dans une entreprise, ça va être les relations avec la hiérarchie qui peuvent être un facteur de risque. Dans l'autre, c'est autre chose. La charge de travail peut être un facteur de risque, etc. Et puis alors, à partir de là, je dirais, dans une logique de prévention, puisque le présentéisme est un des visages de ces phénomènes d'épuisement, stress et compagnie, dans une logique de prévention, les 3 niveaux s'imposent. Prévention primaire, veiller à construire des environnements de travail sains, à commencer, et c'est souvent le cas pour toutes les questions de stress au travail, c'est le cas aussi pour le présentéisme, à commencer par une juste gestion de la charge de travail. Ça veut dire une bonne allocation des tâches au sein de l'entreprise, un staff suffisant où il faut, pas en surnombre mais suffisant, éventuellement, et c'est particulièrement vrai dans des milieux comme les milieux hospitaliers, hein, les infirmières, etc., des équipes de remplacement si nécessaire à un moment donné, donc pour pouvoir soulager et permettre au personnel de s'absenter simplement pour se refaire une santé. Mais aussi jouer sur les autres facteurs, le support social, la justice organisationnelle, etc. La liste peut être longue, sont autant de facteurs qui peuvent protéger des effets néfastes du présentéisme. Ça, c'est la prévention primaire, mettre en place une organisation des conditions de travail qui soient les plus saines et sécures possibles pour les travailleurs. Deuxième niveau, le niveau secondaire, ça peut jouer, c'est pas le niveau d'action prioritaire à mettre en œuvre, souvent c'est par là qu'on commence, un programme de formation à la gestion de son stress, un programme de sport au travail ou que sais-je d'autre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle de la prévention secondaire. Ça fait partie de tout ce qui est sensibilisation et formation des personnels même et de leur ligne hiérarchique directe à ces questions de santé au travail. Prendre des bonnes habitudes de travail, de gestion de soi et de gestion de son équipe pour prévenir ça. Et alors, en définitive, évidemment, pour les personnes qui sont au bord du gouffre, si on peut dire, l'aide de la médecine du travail, les programmes d'aide pour personnes en souffrance, etc. Alors, je ne sais pas ici, en Suisse comment les choses se passent. En Belgique, effectivement, il y a tout un arsenal de médecins du travail, de conseillers en prévention qui peuvent être mobilisés dans des situations comme celle-là. Je n'ai pas encore connaissance, enfin, vous m'expliquerez tout ça après la conférence, de comment les choses peuvent fonctionner en Suisse. Tout ça, évidemment, dans une approche plus intégrée et systémique de promotion de la santé au travail. C'est comme pour tout, lutter uniquement contre l'absentéisme, lutter uniquement contre le présentéisme ou uniquement contre ceci n'a de sens que si ça prend place dans une politique intégrée et cohérente. Ça n'a pas de sens d'aller donner une formation à la gestion de son stress et puis à côté de ça, d'avoir des équipes de travail où la charge de travail reste complètement démesurée par rapport aux ressources qu'on a pour faire le travail. À la limite, là, vous essayez de faire de la prévention secondaire sans avoir été vigilant sur la prévention primaire. Vous mettez les travailleurs dans une situation encore plus contraignante, voire face à une double injonction, dans le sens où vous dites, mais finalement, c'est à vous de gérer cette surcharge de travail qui n'a pas été gérée au niveau de l'entreprise. Voilà. Alors,
On arrive au bout de cette présentation. Faut-il autant se soucier du présentéisme que de l'absentéisme? Je dirais à vous maintenant de, de vous forger votre avis, de le partager, de me poser vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. Et donc, avez-vous des questions déjà, j'imagine? C'est peut-être un clin d'œil. On est à l'université. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les conséquences du présentéisme chez les étudiants? Puisqu'un étudiant qui ne se présente pas à l'examen quand il est malade, qui ne va pas au cours, il peut y avoir des conséquences. Je sors un petit peu du cadre de l'entreprise. Ah oui, il a une deuxième chance quand même. L'étudiant, il peut représenter son examen une deuxième fois. Ouais. Ça peut être compliqué, ça c'est clair. Oui. Ah, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe ici depuis que j'arrive en Suisse, c'est qu'on a effectivement très peu d'absentéisme au cours. J'ai eu quelques malades là récemment, c'est la saison. Ils perdent Ah oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance, effectivement. Effectivement. Donc ça vaudrait effectivement la peine, tandis qu'en Belgique c'est très très différent. Ils ont... Ah oui, c'est ça. Et ça vaudrait vraiment la peine parce qu'effectivement, se forcer à venir au cours en étant malade, parce qu'on perd des crédits si on est absent ou parce qu'on n'a pas de deuxième chance, je pense qu'effectivement, c'est clair, on n'est pas au plein de sa forme pour apprendre et pour suivre le cours. Alors, je ne suis pas encore... Ça, il faudrait demander à ceux qui sont plus anciens, est-ce qu'il y a à l'université des programmes d'aide ou des mesures particulières qui peuvent être prises pour les étudiants qui souffrent de maladies plus chroniques, des programmes d'aide? C'est un petit clin d'œil. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé. Le taux d'absentéisme est vraiment faible ici. Ouais. C'est peut-être pour ça que les travailleurs après s'absentent si peu aussi, en fait. Ouais. Moi, j'aurais une question. Présentéisme et hyperconnectivité, est-ce qu'on a corrélé? Parce que c'est un présentéisme d'effectivité, je dirais, d'être présent, Oui. de s'engager. Oui. Et le fait de se connecter le week-end, est-ce que c'est considéré dans le présentéisme? On pourrait mettre ça dans la forme, le présentéisme, comme assiduité excessive au travail. Oui, tout à fait. La question de l'hyperconnectivité et de ce monde digital, en fait, l'impact que ça a sur le travailleur, c'est vrai que ça, il y a de plus en plus de travaux qui essayent de voir quels sont les paramètres, parce que tout n'est pas rose ou blanc ou noir, en fait. Dans le tableau, il y a des outils digitaux, l'Internet, le travail à distance, etc., peuvent, sous certains aspects, alléger aussi et faciliter la vie du travailleur, lui donner une souplesse horaire, etc. Mais effectivement, le revers de la médaille, c'est d'accroître la charge de travail, la charge mentale de travail notamment, et in fine les heures de travail prestées aussi. Ça, c'est aussi un des risques. Donc, il y aurait... Oui, il y aurait, je pense, avec une hyperdisponibilité, puisqu'il y a une nouvelle loi du travail en France qui donne le droit à la déconnexion. À la déconnexion, justement, pour limiter ça. Ouais. Oui. Il y a aussi de plus en plus d'études sur les problèmes liés au manque de sommeil. Je n'ai pas vu ça dans les causes principales du présentéisme. Est-ce qu'il y a des corrélations là aussi? Dans l'étude qu'on a faite avec les médecins du travail, c'était une des conditions qui étaient examinées par le médecin, c'était notamment les problèmes de sommeil, d'insomnie. Pas le nombre d'heures de sommeil que la personne... Ça, on n'a pas. Et ça, en fait, c'est assez peu... on avait assez peu d'effets de lien avec le présentéisme, manifestement. Donc, on n'a pas pu montrer de lien clair entre... Par contre, il y a quelque chose d'autre qui est ressorti de façon très, très flagrante, on ne s'y attendait pas trop, et qui est vraiment très connecté au présentéisme, c'est le fait de fumer. Les fumeurs font plus de présentéisme que les non-fumeurs. Alors ça, c'est un résultat qui demanderait à être vérifié sur d'autres populations, etc., parce qu'on était assez surpris nous-mêmes de cette dimension-là. On pourrait dire dans le même sens, mais on n'a pas mesuré le nombre d'heures de sommeil que les gens dormaient, effectivement. Ça, c'est aussi un des gros débats. Est-ce que le nombre d'heures de sommeil dans nos populations, n'est pas en train de se réduire depuis l'arrivée des nouvelles technologies, l'électricité il y a bien longtemps, mais la télévision, etc. L'Internet aujourd'hui. Vous
Bonsoir, merci pour votre présentation. Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous restez uniquement sur cette définition hyper restrictive. Être présent, le présentéisme, c'est quand on est présent en étant malade. Parce que c'est, Oui, j'aimerais comprendre pourquoi. Parce que c'est celle qui est aujourd'hui la définition de référence mais dans les travaux académiques qu'on a sur le sujet. Voilà, parce que là, c'est un postulat qui me paraît restreindre tellement le champ que du coup, ça perd son intérêt. Je trouve que si on englobait les deux définitions, c'est-à-dire être présent quand on est malade ou être présent physiquement, mais pas mentalement, je trouve qu'on a une meilleure définition du présentéisme à ce moment-là et qui donnerait certainement des résultats plus intéressants et plus utiles dans la pratique au quotidien dans l'entreprise. Oui. Alors, il y a un débat qui serait à faire là aussi sur le lien alors entre sur le continuum qui va du présentéisme au sens strict, tel que je l'ai entendu ici. Il n'y a pas que moi qui le comprends comme ça, mais être présent en étant malade et les phénomènes plus larges de démotivation, désengagement au travail, etc., qui sont aussi très très largement étudiés. Donc on aurait là une autre facette de ce que vous entendez par être présent en étant absent, en n'étant pas... Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, là, il y a beaucoup à dire aussi, évidemment, ça c'est clair, ça c'est clair. Ah oui, mais ça c'est clair, oui. Et on est davantage alors dans ce schéma de figure-ci. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a de ça qui joue derrière ces travailleurs qui sont ici. C'est ceux qui sont, même s'ils sont malades, ils sont présents et ils gardent une certaine vigilance, motivation, intérêt, concentration, implication dans leur travail, job involvement comme on dit, pour rester, garder un minimum de productivité. Ouais. Oui, ça, ce serait certainement une piste à explorer pour... J'ai une question par rapport au jour de la semaine. Oui. Je m'explique, au niveau de l'absentéisme, on sait que le lundi, le vendredi, on a des moyens peut-être de lutter contre l'absentéisme par rapport au jour de la semaine. Est-ce qu'au niveau du présentéisme, il y a aussi le même phénomène ? Les lundis et les vendredis, il y en a plus ? Il n'y a pas vraiment, on n'a pas les données, ça on n'a jamais eu de données aussi, à ma connaissance, jamais de données aussi détaillées pour savoir quel jour de la semaine les gens faisaient plus de présentéisme. Est-ce qu'on aurait des raisons de croire qu'il y a plus de présentéisme certains jours de la semaine ? Le lundi matin, les gens sont peut-être pas tout à fait malades, mais pas en bon état pour travailler, certains. Oui. Est-ce que c'est de la maladie ou pas ? Alors voilà, vous parliez de la Belgique, il y a des brasseurs. Voilà, il y a peut-être des gens lundi matin qui sont en train encore de subir les conséquences du week-end. Ils expliquaient le taux d'absentéisme par ce phénomène-là. Ouais. Ah oui, est-ce que... Oui. Oui. Est-ce que c'est des maladies ou est-ce que... Oui. On rejoint la question de qu'est-ce qui est exactement... qu'est-ce que c'est qu'être malade ? Ouais. Une autre question ? Une dernière peut-être ? Le mesurer, si on veut, une mesure objective, claire et nette, avec une définition incontestable de ce que c'est le présentéisme, ça oui, c'est particulièrement compliqué. En même temps, c'est un peu comme tous les phénomènes en gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qui compte ? La réalité objective ou le ressenti, la perception, les réactions des gens ? Qu'est-ce qui va in fine influencer leur comportement au travail ? La façon dont ils l'interprètent, dont ils ressentent, etc. Donc si eux se disent... Je viens au travail quand je suis malade et je le fais plusieurs fois par an, je l'ai fait autant de jours ces derniers mois. Ça, c'est dans leur discours, il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Hein. Et cette perception-là qu'eux ont, c'est ça qui va in fine affecter leur satisfaction, leur... Oui. La définition, c'est là que les questions qui sont aujourd'hui reconnues comme étant mesures de présentéisme dans les études sur le sujet. Mais oui, c'est pour ça aussi quand je conclus et que je dis...
Oui. Bon, dans une PME, je pense que ça n'a pas de sens de faire des questionnaires et des enquêtes à large échelle, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut garder le bon sens et se dire, s'il y a aussi à un moment, la vigilance du management qui peut être attentif. Tiens, telle personne, là, je sais qu'elle est malade, elle a ceci, et elle vient quand même. Alors, est-ce que je la remercie? Est-ce que je la félicite pour ça? Et est-ce que je l'encourage à continuer? Ou est-ce que je lui dis, écoute, ce serait peut-être prudent. Donc, à un moment, il y a aussi... Faut pas tomber dans une technocratie RH où tout ne se fait plus qu'à travers enquêtes, mesures, indicateurs objectifs non plus. Je pense qu'il reste... Ah oui. Sur 500, oui. Ouais. Ça reste une donnée plus soft. C'est pour ça que je dis ne mesurer que le taux de présentéisme a peu de sens. Ça a du sens de l'intégrer dans des enquêtes plus globales qui alors vont aussi sonder des phénomènes proches, la motivation, l'engagement, l'intérêt intrinsèque qu'on a pour son travail, une approche plus globale qui permet alors d'avoir une vision. Alors si on est dans une petite structure, des interviews c'est mieux qu'un questionnaire. Évidemment, quand on est dans une grande structure, le questionnaire permet de couvrir un plus large panel de travailleurs et de donner la parole à beaucoup plus de monde en quelque sorte. Donc ça a son intérêt aussi. Mais une approche beaucoup plus multifactorielle. Ici, j'ai centré ma présentation sur la question du présentéisme. Les enquêtes dont j'ai parlé ne traitaient pas que du présentéisme, évidemment. Ouais. Alors, je vais vous demander de répéter la question parce qu'en fait, tout est enregistré pour que vous puissiez en disposer plus tard et que... Merci. La question de l'effet de contamination aussi, une personne qui viendrait travailler malade au travail, donc est-ce que ça a été calculé? Est-ce qu'on a aussi un impact? Parce que ça a des effets qui peuvent être catastrophiques pour une organisation. Ah, tout à fait. Calculer, mesurer... Je ne pense pas. Il faudra aller poser la question à des médecins du travail, voir s'ils auraient des données plus précises. Je n'en suis pas sûre, mais effectivement, ça c'est un des points de vigilance importants. Les maladies infectieuses contagieuses, il faut éviter que le travailleur ne se présente au travail. Oui, ça c'est clair. Ou, comme dans le secteur des soins de santé, avoir des programmes de prévention, de vaccination, etc., beaucoup accrus pour ces travailleurs-là. Professeur, merci beaucoup pour cette rencontre de grande qualité, pour votre présence ici ce soir. Pour information, l'enregistrement son sur les dias sera présent sur notre site, donc www.mrhc.ch, dès demain. Donc vous pourrez revisionner, réentendre la conférence ou en parler si vous souhaitez partager ce moment-là au-delà. Je voulais vous informer que le prochain Afterwork, tout simplement, aura lieu le 1er février 2018, ici, dans cette salle, si tout va bien. Il abordera la question de la nouvelle ère 4.0, de plus en plus d'actualité. Donc, Tania Vranik, enseignement de plusieurs modules au sein des programmes MRHC, qui est elle aussi membre du comité scientifique. Donc, sa présentation aura pour thème comment et où investir dans les ressources humaines pour se préparer à un futur de plus en plus technologique. Voilà, le 1er février prochain. D'ici là, et je vous invite à venir partager un moment ici pour un apéritif. Et encore merci à vous, professeur. Et à vous. Plaisir.